Nous allons continuer. Alors là, donc, nous avons vu le traitement médical. Ce qui est important, c'est que lorsque vous terminez le traitement antibiotique, il faut vous assurer qu'il y a donc une guérison. Alors, comment savoir que le malade est guéri? Alors, le malade est guéri. Oui, vous m'entendez? Alors, le malade est guéri Oui, lorsque. docteur. Pardon? Vous m'écoutez là? Vous m'entendez? Oui, Oui, on docteur. vous entend. Très bien. Alors, le malade est guéri lorsque les hémocultures Oui, on vous donc, sont négatives après arrêt du traitement, 8 à 10 jours après arrêt du traitement, les hémocultures restent négatives. Mais ce n'est pas une guérison définitive. La guérison, donc, après, est considérée que le malade donc, est guéri au bout de 6 mois. S'il rechute pendant les 6 mois, on parlera de rechute. Et s'il, après 6 mois, il refait une autre endocardite, on parlera de récidive. Alors, il est certain que pendant l'évolution, le malade pourra être confronté à des indications, je vous l'ai dit au tout début du cours, que le malade pourra donc être opéré. Alors, dans quelles conditions on va opérer le malade? C'est soit le malade reste en insuffisance cardiaque, et le malade fait des œdèmes pulmonaires, choc cardiogénique, et sa valve est complètement bouffée. Sa valve est complètement bouffée ou lorsqu'il y a une endocardite sur une prothèse, aortique ou mitrale. Et là, il est certain que ce sont des malades qu'il faut absolument opérer parce qu'il ne reste plus de valve, la valve s'est bouffée, ou bien lorsque la valve est désinsérée quand il y a une prothèse. Là, le pronostic est très péjoratif puisqu'il y a un risque de mortalité qui est aux alentours de 70%. Et là, donc, c'est très important qu'il y ait une collaboration médico-chirurgicale. La deuxième possibilité, c'est que l'infection n'est plus contrôlée. Le malade reste fébrile, le malade reste infecté, les hémocultures restent positives, et là, il faut suspecter évidemment un abcès, une fistule, une végétation persistante. Il faut aller opérer parce que votre malade, malgré le traitement antibiotique bien mené, malgré la concentration minimale inhibitrice du sérum est bonne, malgré qu'il y ait un pouvoir bactéricide du sérum aussi qui est bon, ben malgré tout ça, alors que vous avez bien choisi les antibiotiques, reste fébrile, il faut aller opérer parce que très certainement il y a des micro-abcès qui vont déterger et le pronostic reste péjoratif parce que vous opérez un malade à chaud, en phase active, et même si vous mettez une valve, le risque de désinsertion, de thrombose, etc. reste élevé. Et le risque embolique lorsque vous avez une grosse végétation. Je vous ai dit tout à l'heure que pour certains, 15 mm suffisait pour dire qu'il faut absolument aller opérer. Chez les Américains, ils disent que nous, à partir de 10 mm, on opère. En tout cas, quand il y a une végétation, grosse végétation, très mobile, et qui a déjà embolisé, donc c'est des embolies récurrentes, il ne faut pas hésiter à aller opérer le malade, parce que les embolies récurrentes, c'est pas bon, ça détruit le cerveau, et ça donne des complications périphériques d'une gravité extrême. Là, il faut opérer, il faut enlever la valve et la remplacer par une prothèse. Et encore là, le pronostic n'est pas bon parce qu'on opère en phase active. On opère donc le malade infecté et ça donne donc un mauvais pronostic parce que la valve se désinsère et l'endocardite reste même en post-opératoire parce que vous n'aurez pas enlevé le microbe reste sur place, même si vous enlevez la valve. Et c'est une endocardite infectieuse pour vous dire que le traitement d'endocardite infectieuse est très, très, très difficile et cette chirurgie en phase active à chaud, donc à chaud, est une chirurgie qui ne donne pas toujours de bons résultats. Alors maintenant, on termine par cette diapositive qui est l'antibiothérapie prophylactique de l'endocardite infectieuse. Je vous cite uniquement ici pour ce cours parce qu'on n'a pas le temps. Vous avez sur le polycopier toutes les situations de l'antibiothérapie prophylactique, de l'endocardite infectieuse. Et lorsque vous avez une intervention sur la sphère donc, dentaire, vous avez l'extraction dentaire. L'extraction dentaire est un risque d'endocardite infectieuse, surtout en Algérie.
chez des sujets à risque. Alors, quand on a un risque de faire une endocardite infectieuse, il faut prendre 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant les soins. On peut ne pas savoir si on a un souffle ou pas. On peut ne pas savoir si on a une petite lésion cardiaque, même congénitale. C'est pour cette raison que moi, je préfère que la couverture antibiotique de 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant les soins, on va chez le dentiste 1 heure, on reste dans la salle d'attente pendant 1 heure, on aura pris 3 grammes d'amoxicilline, et c'est donc des comprimés dispersibles à 1 gramme, qu'on laisse se dissoudre et qu'on avale, c'est mieux toléré. Et là, je préfère ça pour diminuer le risque d'endocardite infectieuse dû à la carie dentaire ou aux soins dentaires. C'est le placement d'un implant dentaire, toujours sous couverture antibiotique. Ce sont les procédures périodontales, y compris la chirurgie, le détartrage même est à risque aussi de faire l'endocardite, le polissage, le sondage, le nettoyage préventif des dents ou des implants lorsque on saigne est prévisible, les manœuvres instrumentales dans le canal dentaire ou chirurgie au-delà de l'apex. Alors, mes chers étudiants, vous serez de futurs grands médecins, Inch'Allah. Il faut absolument que vous soyez très attentifs à la carie dentaire. Et la carie dentaire fait des ravages en Algérie. Il faudrait que vous soyez attentifs sur l'hygiène bucco-dentaire. Voilà donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse est une maladie très grave. L'endocardite infectieuse est une maladie évidemment qui donne des complications d'une gravité inouïe. Le pronostic va dépendre de beaucoup d'éléments, va dépendre de la nature du germe, va dépendre de l'état préexistant, va dépendre de la précocité du traitement. Il faut absolument traiter tout. Quelquefois, les malades n'arrivent pas tôt, ils arrivent tard. Et là, ça donne des complications d'une gravité inouïe. Nous, dans le service, nous avons des complications graves. Nous avons un taux de mortalité qui reste, malgré donc une intervention rigoureuse et un sérieux dans la prise en charge de l'endocardite infectieuse qui reste assez sévère. J'ai oublié de vous donner un élément, ce sont les hématuries microscopiques qu'il faut mettre aussi dans le bilan biologique de l'endocardite infectieuse avec la recherche du facteur rhumatoïde dans les endocardites subaiguës, parce qu'il y a une hématurie microscopique qui est fréquente et qui est due à ce dépôt d'hymen complexe sur les glomérules. Alors maintenant, la séance de questions-réponses pourra débuter. Si vous voulez donc brancher vos micros pour ceux qui veulent intervenir ou même la vidéo pour qu'on puisse parler ensemble et que je puisse connaître les étudiants de Barnet, parce que je ne les connais pas physiquement. Il faudrait donc, si certains d'entre vous peuvent mettre la vidéo avec le micro pour poser des questions. Je préfère la question en direct que de l'écrire, mais vous pouvez écrire aussi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Allez, ça commence. Première question. Oui. Ah, vous êtes là. Est-ce que... Bonjour. Oui. Bonjour, vous êtes l'ancienne mademoiselle Fedouri. Ça va? Oui. Alhamdulillah, et vous? Wallah, la base, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes une fidèle étudiante. Je vous remercie d'avoir assisté à mon cours aujourd'hui. J'espère que vous avez encore une fois tiré profit de ce cours pour votre activité future, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci, merci. J'ai une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une endocardite infectieuse chez des personnes saines qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire? Très, très bonne question. Ça, j'ai oublié de le dire parce qu'on ne peut pas tout dire.
Et surtout quand on est comme ça par ce système de transmission à distance que je n'aime pas du tout. Hein. Moi, j'aime bien les étudiants qui sont en face de moi, où je pourrais discuter à bâton rompu, on discute entre nous. C'est nettement meilleur que cette discussion à distance. Et effectivement, eh ben, j'ai oublié de le dire parce que c'est important. 20% des endocardites infectieuses sont probablement à cœur sain. 20% n'ont pas de lésions. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des lésions infracliniques, on ne dépiste pas de façon infraclinique parce que quand l'endocardite infectieuse s'installe, eh ben, les lésions ne sont plus visibles. Il y a peut-être ce côté-là. En tout cas, il y a 20% ne trouvent pas de notion de lésion préexistante. Très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi on ne donne pas d'anticoagulants? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'un malade qui a une endocardite infectieuse et qui risque de faire un anévrisme mycotique, si on donne des anticoagulants et que ce n'est pas nécessaire, le malade risque de saigner dans le cerveau, de faire une rupture d'anévrisme. Et maintenant, si le malade nécessite des anticoagulants, s'il a une valve mécanique, eh ben, on sera obligé de lui donner des anticoagulants. Alors, pourquoi on interdit la prescription d'anticoagulants alors qu'il y a un risque d'embolisation? L'embolisation n'est pas une embolisation cryorique. Rehab, je ne sais pas qui c'est, Rehab. Alors, Rehab, je ne vois pas son prénom. Je ne sais pas si elle est de Parnay. Rehab, bon, elle ne parle pas. Elle l'a écrit. C'est une embolisation végétante. Ce n'est pas un caillot de sang. Donc, on n'interdit pas l'anticoagulation quand il y a un risque thromboembolique, je l'ai dit. Quand il y a un risque, quand les anticoagulants sont nécessaires, on n'interdit pas les anticoagulants. Si un malade a une valve mécanique ou en fibrillation auriculaire, on n'a pas le choix, on donne. Mais lorsqu'il y a une végétation, on ne donne pas. L'embolie, là, est une embolie végétante. Il faut faire une différence entre une embolie végétante et une embolie cryorique. Ce n'est pas la même chose. Cryorique, c'est dû à un caillot, et végétant, c'est dû à la végétation. La végétation ne nécessite pas de traitement anticoagulant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, qui parle? Allez-y. Docteur, s'il vous plaît, lorsqu'on fait l'hémoculture, on doit attendre 40 Votre nom? Labdouni Mélissa. Mélissa Labdouni, oui. Ouais. Lorsqu'on fait les hémocultures, on doit attendre 48 heures pour traiter. On ne risque pas de compliquer l'endocardite infectieuse si on attend 48 heures sans traiter. Non. Alors, je vous ai dit, mademoiselle, qu'il n'y a aucune urgence à traiter. L'urgence, c'est de faire les hémocultures. Vous pouvez 3 à 4 jours. L'urgence, ce n'est pas le traitement antibiotique. L'urgence, c'est de pouvoir identifier le germe rapidement et immédiatement. En identifiant le germe rapidement et immédiatement, vous allez donner plus de chances au malade de guérir parce que vous allez avoir l'antibiogramme. Et maintenant, si vous ne pouvez pas isoler le germe, eh ben, vous ne donnez pas une chance au patient d'avoir le germe. À ce moment-là, vous allez traiter à l'aveugle et ce n'est pas bon. Et c'est à ce moment-là que vous allez perdre votre malade. Donc, il faut donner toutes les chances au malade qu'on puisse isoler le germe avec le temps nécessaire, et l'antibiothérapie, on va la donner de façon sûre par la suite. Vous avez bien compris? Merci. Oui, merci. Je vous en prie, mademoiselle. Docteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Arzqi Hadj, c'est ça? Arzqi Hadj Hemmo. Hadj Hemmo, oui, monsieur. Docteur, en ce qui concerne les signes cutanés, ils sont obligatoirement présents ou on peut avoir une endocardite? Non. Les signes cutanés ne sont pas présents. Les signes cutanés vont être présents lorsque vous laissez l'endocardite évoluer. Évidemment que lorsque vous traitez l'endocardite suffisamment tôt, les signes cutanés ne vont pas apparaître. Les signes cutanés vont apparaître quand vous laissez l'endocardite évoluer au bout d'un moment plus ou moins long, évidemment. D'accord, merci. Je vous en prie.
Alors, j'ai une question ici. Dans quel cas on peut avoir un échec du traitement antibiotique? Ben, l'échec du traitement antibiotique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la résistance du germe. C'est deuxièmement les abcès. On n'arrive pas à les stériliser, les abcès. Et quand on n'arrive pas à stériliser un abcès, il faut aller le déterger, il faut opérer, il faut enlever l'abcès. Vous ne pouvez pas stériliser un abcès par les antibiotiques, ce n'est pas possible. Donc, ce sont les deux cas généralement où il y a un échec au traitement antibiotique. Les autres échecs au traitement antibiotique, c'est la résistance. Ce sont des germes qui résistent. Et là, vous pouvez absolument rien faire. Quelquefois, le germe est sensible in situ, mais résiste in vivo quand vous donnez chez le malade infecté. La prophylaxie lors des soins concerne juste les cardiopathies à haut risque. Alors là, c'est une bonne question. Si vous prenez les recommandations, vous prenez les recommandations anglaises, ils ne font pas de chimioprophylaxie. Ils disent que ça ne sert à rien. Mais après, quand ils ont arrêté la chimioprophylaxie, ils ont eu plus d'endocardite infectieuse. Donc, ils reviennent sur cette notion. En principe, c'est le haut risque. C'est le haut risque où on fait la chimioprophylaxie des endocardites infectieuses. Mais moi, je préconise que la chimioprophylaxie se fasse chez tout le monde parce que j'ai vu des endocardites infectieuses sur un cœur probablement sain où il n'y avait pratiquement aucune notion de facteur de risque. Alors, lorsqu'il n'y a pas de végétation à l'échographie, est-ce que l'hémoculture suffit-elle? Oui, bien sûr que l'hémoculture va suffire. Et je vous ai donc montré tout à l'heure qu'un souffle plus fièvre plus hémoculture, et vous avez les critères de Durac, ça suffit largement. La végétation n'existe pas toujours. Il y a des germes végétants et d'autres qui ne sont pas végétants. Et il n'y a pas que les végétations, il y a les perforations, il y a les ulcérations, et les ruptures de cordage, et les abcès. On voit tout ça à l'échographie, hein, et on voit à l'échographie transophagienne. Il n'y a pas que la végétation qui est spécifique à l'endocardite infectieuse, il y a toutes les lésions que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, docteur, sur quel élément basez-vous pour l'évaluation de l'efficacité de l'antibiothérapie? C'est une très bonne question aussi, bravo. Vous me posez toujours de très bonnes questions, je crois que c'est une promotion qui est très bonne. Alors, les éléments d'efficacité, c'est d'abord la fièvre, bien sûr. Quand la fièvre diminue, quand elle décroche, c'est ce qu'on appelle décrocher une fièvre, elle décroche, et puis le malade devient empiritique. Donc, c'est là le premier soulagement du médecin et du malade. Le malade n'est plus fébrile, c'est bon. Deuxième élément donc très important, c'est que les hémocultures sont négatives. C'est une aussi bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle qui est importante, c'est que les signes inflammatoires vont diminuer, le taux de globules blancs va diminuer, la vitesse de sédimentation va diminuer, bien qu'elle ne soit pas très élevée comme de le rhumatisme articulaire aigu, etc., etc., etc. Et là, donc, ce sont des éléments de bon pronostic lorsque le malade est moins fatigué, lorsqu'il s'alimente mieux, lorsqu'il reprend du poids, etc. Le premier élément très important, c'est la fièvre. Alors, peut-on avoir une endocardite infectieuse avec une hémoculture négative? Mais bien sûr, très bonne question aussi. Je n'ai pas tout dit, hein. Dans le cours, vous avez le polycopié où tout est résumé. Alors, ce sont les endocardites à hémoculture négative. C'est 5% des cas dans les grands centres, quelquefois jusqu'à 3% des cas. C'est très faible. Dans les centres à l'étranger, où on cultive le germe de façon très précise. Et là, il est évident que les hémocultures ici sont négatives. Pourquoi? Parce que le germe ne pousse pas, en dehors du corps humain. Il ne pousse pas, on ne sait pas in vitro, le germe ne pousse pas, et ce sont donc les hémocultures négatives. Deuxième élément important, en Algérie, les hémocultures négatives arrivent quelquefois jusqu'à 50%, c'est trop, même plus. Et là, lorsque le malade donc, a reçu un traitement antibiotique préalablement, c'est pas bon de donner des antibiotiques à l'aveugle. Les antibiotiques cassent le profil de l'endocardite infectieuse, c'est pas bon. On donne des antibiotiques quand c'est nécessaire et quand on a la preuve, évidemment, de l'infection. Lorsque vous donnez des antibiotiques à l'aveugle, vous cassez l'endocardite infectieuse et vous allez entraîner évidemment des endocardites à hémoculture négative.
troisième élément chez nous, c'est que nos laboratoires en bactériaux, quelquefois, n'ont pas tous les moyens pour pouvoir isoler tous les germes et vont vous rendre évidemment une réponse négative quand ils ne peuvent pas, bien sûr, isoler le germe. Est-ce que les germes du groupe A sec donnent une endocardite subaiguë ou on peut avoir une endocardite aiguë? Alors, généralement, ce sont des endocardites subaiguës, mais quelquefois, la virulence des groupes A sec peut s'axerber et donner quelquefois des endocardites de type aigu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque? Non. L'hypertension artérielle est un facteur de risque de l'hémorragie cérébrale, de l'endocardite infectieuse, mais n'est pas un élément de risque de l'endocardite infectieuse. Le traitement chirurgical, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le remplacement valvulaire. Le remplacement valvulaire par une valve mécanique ou biologique, et quelquefois, on a vu des plasties, c'est-à-dire on ne change pas la valve, on fait une plastie, on enlève la végétation, et on fait des plasties, surtout lorsque surtout lorsqu'il y a des végétations embolisantes, on enlève la végétation et fait une plastie. Mademoiselle Ferrochi Raoula, donc il dit, dans le cas des hémocultures négatives, on traite comment? Bonne question aussi. Dans le cas des hémocultures négatives, eh ben, en fonction du profil de l'endocardite infectieuse, c'est un profil subaigu, on traite comme une subaiguë, c'est-à-dire amoxicilline, gentamicine. Si c'est un profil aigu et que c'est une endocardite très grave, avec température à 40, altération de l'état général, un tableau aigu, on va traiter avec céphalosporine plus gentamicine ou bien vancomycine. Vous avez ça sur le polycopier, vancomycine, gentamicine. Comment s'effectue la surveillance de l'état du patient après le traitement? Alors, après le traitement, on fait une hémoculture au 8e, 10e jour. On va faire donc une CRP, donc bilan inflammatoire, une vitesse sédimentation, on va faire un hémogramme, donc on va surveiller la température. Le malade va prendre tous les jours sa température, on va surveiller l'état général et à le moindre pic fébrile, on refait des hémocultures parce que ça pourrait être une récidive ou une rechute. Alors, beaucoup de questions. Comment évaluer la gravité de l'endocardite supposant que le patient est venu tard? Là, on attend toujours donc l'hémoculture ou bien on commence une antibiothérapie en urgence. J'ai dit que toujours les hémocultures, toujours, il n'y a pas d'urgence à traiter par des antibiotiques. D'abord, les antibiotiques mènent beaucoup de temps pour agir. Il n'y a aucune urgence. Et là, si vous donnez des antibiotiques, ça sera une faute très grave. Et il n'y a aucune urgence à donner des antibiotiques. L'urgence, c'est de faire des hémocultures au moins pendant 48 heures. Ça, je le dis et je le répète. Diagnostic différentiel les plus probables à éliminer, c'est le rhumatisme articulaire aigu. C'est bien sûr le rhumatisme articulaire aigu, il y a une fièvre, il y a une angine préexistante, la vitesse de sédimentation peut être élevée. Et ce qui est important, c'est que dans le rhumatisme articulaire aigu, il y a pas les hémocultures sont négatives, et dans le rhumatisme articulaire aigu, la vitesse de sédimentation est très élevée, et aussi dans le rhumatisme articulaire aigu, l'échocardiographie ne retrouve pas les lésions de l'endocardite infectieuse. Voilà. Alors, on va prendre encore 2 questions pour terminer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ryan Kelil. Voilà, ça y est. Alors, ça y est. Si disparition de la fièvre chez le patient, mais syndrome inflammatoire toujours présent, est-ce que la guérison est encore affirmée? Oui, s'il y a disparition de la fièvre et si le syndrome inflammatoire persiste, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a donc un syndrome inflammatoire qui pourrait persister par processus immunologique qu'il faut suivre uniquement
et le suivre uniquement. Le plus important, c'est la fièvre et les hémocultures. Si les hémocultures restent négatives, si l'état du patient est stable, il n'y a pas de souci. Le malade, donc, en principe, ne présente plus d'endocardite. L'endocardite la plus fréquente, c'est celle du cœur gauche, beaucoup plus que le cœur droit. Bien que l'endocardite du cœur droit, chez les drogués, est fréquente. Chez les drogués, ils font plus d'endocardite du cœur droit que d'endocardite du cœur gauche. La guérison est définitive, bien sûr, après 6 mois. Avant 6 mois, on ne peut pas, parce qu'il y a des micro-abcès qui peuvent renaître. Donc là, la guérison définitive ne peut être déclarée qu'après 6 mois. Même s'il y a des régressions des symptômes, parce que ça peut reprendre, surtout un staphylocoque. Alors, Selim KM, je n'ai pas compris la question de Selim KM. S'il peut me parler, on refait des hémocultures. On ne refait pas les hémocultures. Les hémocultures, il y a une série d'hémocultures. On fait des hémocultures toutes les 3 heures. Toutes les heures, ça dépend du schéma qu'on aura adopté. Vous avez donc sur le polycopier le TP. Vous allez faire un travail pratique sur ça. On ne refait pas, on fait une série d'hémocultures, c'est 48 heures, on ne va pas refaire. Et puis l'échocardiographie est faite rapidement. Et l'échocardiographie est faite à l'arrivée du malade. Ça, c'est évident. Ah, je ne peux pas réexpliquer l'échographie de l'endocardite, monsieur Ryan, il nous reste 10 minutes. L'échographie, je vous l'ai dit tout à l'heure que l'échographie, c'est un examen non invasif, sans danger pour le malade, pouvant être répété à plusieurs reprises, basé sur l'émission d'un faisceau ultrasonore. Ça permet d'abord donc d'identifier les lésions de l'endocardite, toutes les lésions, que je vous ai citées, végétation, ulcération, perforation, rupture de cordage, abcès, myocardite, péricardite, tout ça, l'échographie va le voir mieux par l'échographie transœsophagique. Et là, il est évident que donc c'est très important. Alors, la question... Alors, la question sur l'écho, c'est qu'on peut suivre l'évolution des lésions et on peut donc intervenir. S'il y a une végétation qui est plus de 15 mm, eh ben, on pourra intervenir pour l'enlever. Quel est le type auscultatoire? Si c'est une endocardite aortique, on va voir une insuffisance aortique. Si c'est une endocardite mitrale, on va voir une insuffisance mitrale. Alors, la forme subaiguë évolue vers l'aiguë? Non, jamais. La forme subaiguë reste forme subaiguë, mais évidemment qu'elle pourra se compliquer comme la forme aiguë par de l'insuffisance cardiaque, par choc cardiogénique et tout. Est-ce qu'il y a nécessité de réaliser une échocardiographie après traitement? L'échocardiographie se réalise tout le temps. Il n'y a pas que pré-traitement, même pendant le traitement. On fait de l'échographie cardiaque et l'échographie cardiaque se fait après traitement et pendant la surveillance post-traitement pour évaluer les lésions séquelaires. Parce qu'il y a toujours des lésions séquelaires et ces lésions séquelaires, on pourra évidemment les traiter. Une seconde. Hein. Madame Yagou, vous partez? Classe? C'est bon. Donc, demain, Inch'Allah. Alors, quel est le taux de récidive de l'endocardite infectieuse? Ça dépend du germe. Alors, ça dépend du germe. Les récidives, c'est surtout lorsque les germes sont très virulents. Et les récidives, surtout quand on laisse la porte d'entrée. Si vous traitez un malade qui a, qui a une porte d'entrée carie-dentaire et que vous laissez les caries dentaires, vous allez avoir évidemment plus de récidives. Alors aujourd'hui, je ne vais pas comptabiliser les absents, mais vous avez avec moi un cours sur l'électrocardiogramme et je vais les comptabiliser. Hein.
La prochaine fois, vous avez intérêt, puisque c'est un cours destiné à parler sur l'électrocardiogramme. Les autres peuvent évidemment s'inscrire, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, j'ai 46 étudiants, je crois. Attendez, j'ai combien d'étudiants? Docteur, Oui, je vous donne mon nom ou pas la peine? c'est quoi votre nom? C'est Kumim Salim. Ça y est, c'est bon. Vous avez D'accord, merci. 46 étudiants, j'ai encore plus de... Donc, j'ai 54 étudiants encore. S'ils veulent assister à ceux de l'HCA et les autres, peuvent assister. En principe, ce sont ceux de l'HCA et de Parnay qui doivent assister sur le cours sur l'électrocardiogramme. Alors, est-ce qu'il y a une prédominance d'âge? Évidemment qu'il n'y a pas de prédominance d'âge, mais il est certain que avec l'âge, l'immunodépression va augmenter et que le risque est plus important. La durée de traitement, 45 jours, oui. Il y a des schémas où on donne moins de 45 jours, comme chez les Américains, il y a des schémas où vous trouvez moins de 45 jours. Mais moi, nous, à Parnay, en Algérie, on est toujours classique, on est toujours à 6 semaines, on n'a pas changé. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai été très heureux aujourd'hui de vous connaître, de vous avoir fait donc ce cours sur l'endocardite infectieuse. J'espère que vous serez de très bons étudiants et que vous allez être de très bons médecins pour pouvoir exercer donc cette mission. J'ai toujours dit que la médecine n'était pas un métier, mais c'est une mission. C'est une mission que Dieu vous donne et il faut absolument l'accomplir avec tout le sacrifice. Il faut avoir l'esprit de sacrifice, tout le sacrifice voulu. Et je compte sur vous pour l'avenir, pour que vous soyez de très bons médecins. Il faut apprendre tous les jours. Moi, je suis en fin de carrière, mais j'apprends tous les jours. J'essaye toujours d'apprendre. J'essaye toujours de me perfectionner dans ce que j'ai appris. Je vous assure que ce que j'ai appris il y a longtemps, beaucoup reste dans ma tête, mais beaucoup ont disparu parce qu'ils sont dépassés, que j'ai remplacé par d'autres nouvelles acquisitions. La médecine évolue très, très vite, elle peut même vous dépasser. Et là, je crois que vous devez absolument être attentif à l'apprentissage. En tout cas, moi, je suis à votre entière disposition. Si vous avez besoin de moi, il y a deux délégués ici, mademoiselle et j'ai M. Dribine ici. Vous pouvez les contacter. Ils peuvent vous donner mon mail. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous, je pense, ça va être, je crois, lundi prochain. On se donne rendez-vous, je crois, lundi prochain pour un nouveau cours. Je crois que c'est lundi, hein, je n'ai pas en tête le programme. Mercredi, demain. Ah, c'est demain que j'ai un cours avec vous? Oui. Allez, très bien. Donc ça, c'est M. Dribine. C'est vous qui me parlez. Oui. Alors, Oui. bonjour M. Dribine. Vous êtes bien constitué, vous êtes bien cravaté, ça me fait un grand plaisir. Vous avez une place. Comme votre père Lermo. C'est très bien, j'ai connu votre père, c'était un grand cardiologue. J'espère que vous allez être comme lui. Mais bravo, lui ressemblez d'ailleurs beaucoup. Alors demain, je vous fais l'électrocardiogramme, je crois que c'est prévu à 13h, c'est ça? Oui, à 13h. Ah ben, parfait, donc on se donne rendez-vous à demain. Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Docteur, Oui, il y a une autre étudiante qui n'a pas pu vous passer son nom, c'est Oui. Idriss Sara. une minute. Comment elle s'appelle? Idriss Sara. Idriss. Oui. S'il vous plaît, docteur. Oui. Oui. Ça y est, Idriss, Docteur. c'est bon. Oui. Docteur, il y a plusieurs étudiants de Parny qui n'ont pas pu rejoindre la Vous dites à conférence. monsieur, vous envoyez la liste à M. Dribine et qui me la communiquera.
S'il vous plaît, monsieur. Oui. Boudoreda. Aussi, j'ai pas. Vous Ouais, avez pas. vous envoyez votre nom, M. Dribin. C'est votre délégué et il me communiquera votre nom. Ah, ok, monsieur. Merci. Voilà. Allez, au revoir.